Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Monseigneur, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Préfet, chers collègues, chers confrères, Mesdames et Messieurs, selon la volonté des organisateurs, cet exposé cet après-midi va porter sur, et ça répond à une des questions de fin de matinée, sur l'interface entre la biodiversité et le changement climatique, où, comme vous l'avez bien compris, les régions polaires sont, comme par ailleurs les récifs coralliens, parmi les milieux les plus sensibles de notre planète et donc les meilleurs indicateurs des enjeux. Et en quelque sorte, les scientifiques ont le privilège, en étudiant ces régions, d'alerter, et on l'a bien vu d'ailleurs au départ en utilisant les carottes de glace, sur ces enjeux majeurs pour les générations futures. Alors, je serai très bref, mais en introduction, avec la session de cet après-midi, cette table ronde qui va essentiellement porter sur les résultats obtenus, sur les avancées dans le cadre de l'année polaire, je voudrais compléter en abordant quelques sujets qui, à mes yeux, sont essentiels et qui nécessitent un effort particulier. Et en tant que scientifique, je voudrais rendre hommage à tous les ingénieurs, techniciens, sans lesquels il n'y aurait pas ces avancées. Je n'ai pas choisi au hasard, évidemment, cette photographie de Patrice Godon qui est en charge de la logistique, car elle conditionne, évidemment, le succès de nos opérations, au-delà, d'ailleurs, bien sûr, de l'année polaire. Et pour les campagnes océanographiques, bien sûr, là, cette image, je la trouve très intéressante parce que vous avez au deuxième plan un représentant de l'Institut polaire, donc l'acteur majeur, bien sûr, et qui fait partie des équipes de soutien aux scientifiques, Alain Pierre, et un volontaire civil au premier plan qui vient d'hiverner. C'est un mécanicien de précision. Vous voyez qu'on peut passer de la mécanique de précision à d'autres assistances essentielles, et en l'occurrence, il s'agit de la campagne ICOTA. Et puis, les ingénieurs ne jouent pas seulement un rôle en tant que support technique, logistique, mais ils permettent aussi d'obtenir, de faire des avancées majeures. Et je crois qu'une des particularités des sujets de recherche menés dans le cadre de l'Institut polaire, je crois que c'est vraiment une particularité au niveau international, c'est que nous abordons à travers la biodiversité des sujets qui sont plus proches, si vous voulez, par rapport à nos préoccupations immédiates à première vue, changement climatique, d'interrogations, d'enjeux biomédicaux, et c'est le cas de ces travaux de l'équipe de Lyon, qui portent sur le métabolisme du tissu adipeux en faisant appel à des outils de biologie moléculaire. Lors de ma présentation initiale d'introduction de l'année polaire au Sénat, j'avais oublié d'en parler, et c'était une erreur. C'était une erreur parce que l'écologie de demain, ce sera une écologie des mécanismes. Et nous avons besoin de tous les outils, nous avons besoin de tous les équipements, y compris dans nos approches de la biodiversité. Car comment pourrait-on anticiper les conséquences du changement climatique sur la biodiversité, et c'est le lien avec le biomédical, avec tous les outils de la biologie moléculaire et cellulaire, si dans le même temps, on n'essaie pas de comprendre quelles sont les limites d'adaptation des organismes vivants au changement. En même temps, on l'a vu avec la protéine associée à la conservation des poissons, on peut valoriser cette approche de la biodiversité en faisant des découvertes d'intérêt biomédical ou biotechnologique. Et ce travail, d'ailleurs, a été récompensé par un cristal du CNRS, et ce n'est pas le premier cristal du CNRS. Je crois que la communauté des ingénieurs
qu'il s'occupe de logistique ou de recherche, puisque Mireille Rackurt est ingénieur de recherche et a vraiment une activité de chercheur. Ce n'est pas le premier cristal du CNRS, c'est aussi le moyen pour moi de citer au passage le rôle majeur du CNRS en parallèle avec l'IPEV dans ses travaux. Et je terminerai par en considérant les travaux de deux autres ingénieurs dans un domaine qui est celui de l'approche de la biodiversité à travers les nouveaux outils. Vous êtes tous témoins des développements extraordinaires de la microélectronique, de la micro-informatique. J'étais en Terre Adélie, j'hivernais à cette époque-là, en 1972, quand ont été posées les premières balises Argos qui ont permis à cette époque-là de suivre la dérive des icebergs au large de Terre Adélie. C'était une première. C'était un rêve à cette époque-là. Un rêve que de dire un jour on pourra suivre les déplacements des animaux. Le laboratoire de Chizé a été le premier, je crois Françoise Gaille y reviendra, en réalisant la première étude sur des grands albatros en utilisant ces technologies spatiales associées à une microélectronique de miniaturisation. Mais ce sujet s'est considérablement développé. Et donc je présente ici, parce que c'est aussi, ce n'est pas un chercheur ni un ingénieur, c'est un ingénieur, il n'est pas statutaire, il est sur un contrat déterminé, et il vient, dans le cadre d'une collaboration entre les équipes françaises et Monaco, il vient de contribuer à un travail dont j'ai envie de vous parler, car il est complémentaire de ce dont il s'agira par la suite. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de suivre les individus d'une population, car nous sommes confrontés, nous, en tant que biologistes, au problème qui est que nous devons utiliser des techniques de suivi pour le vivant qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le vivant. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas évidemment d'introduire un biais, et cela me permet aussi d'aborder la question éthique. Cette colonie ici de Manchot-Adélie, je l'ai découverte pour la première fois fin 1971 en arrivant en Terre Adélie. On m'a dit c'est la colonie d'études de Manchot-Adélie, elle était quasiment vide, du fait du stress, de la capture des oiseaux et de l'effet du bagage. Mais cet effet du bagage, on ne l'a découvert que depuis. Et depuis, il y a une avancée majeure pour suivre des individus dans le milieu naturel, c'est celle de l'identification par RFID. Vous connaissez tous les codes barres. Code barre, ça prend du temps, l'identification par code barre, c'est une fraction de seconde. Là, en quelques millisecondes, un animal qui est équipé sous la peau, donc il n'y a pas d'effet, pas de gène extérieur à ce marquage, d'une capsule de ce type qui pèse moins d'1 gramme et qui permet, c'est un transpondeur passif, c'est-à-dire que lorsque l'animal passe au voisinage d'une antenne, l'antenne fournit le champ électromagnétique nécessaire à l'activation de cette étiquette électronique qui va renvoyer un message à l'antenne, qui est également réceptrice, un message fournissant une identité. Ça pèse moins d'1 gramme, évidemment, l'image grossit, le transpondeur, pour vous le montrer. À partir de là, ça a permis de tester, on l'ignorait, on ne pouvait pas le faire, l'effet du marquage classique avec des bagues. Donc en haut, vous avez des individus qui ont seulement un transpondeur non bagué, de fin 1998 à août 2005. En cercle blanc ou vert, vous avez les oiseaux bagués. Il s'agit en l'occurrence de manchots royaux. Leur temps de présence dans la colonie, vous le voyez, au départ n'est pas quasiment différent en période estivale, là où les ressources alimentaires sont importantes. Mais du fait de la gêne hydrodynamique apportée à la marque qui est portée par l'aileron, la présence commence à être moins importante chaque hiver, c'est-à-dire quand les ressources sont moins faciles à attraper par les oiseaux, et au bout d'un certain temps, on a même un effet cumulé sur l'été, les oiseaux bagués arrivent en retard. En hiver,
les oiseaux bagués, au lieu de partir seulement 30 ou 40 jours en mer, comme le font les oiseaux non bagués, vont partir 15 jours de plus. C'est pour vous montrer. La conséquence du point de vue de la reproduction, c'est un succès reproducteur réduit de moitié. Et au bout du compte, sur 7 ou 8 ans, cette partie de la colonie qui était suivie par bagage a diminué. Donc, ces nouvelles techniques permettent d'aborder des questions qui font le lien avec ce dont il est question ce matin, comme par exemple déterminer la probabilité de survie des oiseaux en fonction de la température de surface de la mer. Et vous voyez ici l'échelle, 0,3 degrés de température de surface de la mer, il y a une diminution de 10% de la probabilité de survie pour les températures les plus élevées, sans avoir le biais, sans avoir les conséquences du marquage. Et nous avons un travail qui a été fait dans le cadre de l'année polaire qui montre qu'effectivement, le fait d'utiliser des oiseaux marqués biaise les données quant à l'influence des conditions climatiques, c'est-à-dire aggrave cet effet. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est ce qui a été fait dans le cadre de la collaboration franco-monégasque, ce qu'on peut aujourd'hui, puisque l'on peut identifier électroniquement les oiseaux, c'est les peser électroniquement. Ils sont identifiés au moment où ils sont sur la balance électronique. Alors, ça paraît simple comme ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que, d'abord, pour avoir une bonne précision de pesée, on voudrait un plateau très long. Mais si vous avez un plateau très long, vous allez avoir plusieurs individus sur la balance. On veut en peser un à la fois. On veut le peser entre son départ et son retour, pour savoir quelle était son augmentation de poids en fonction de la durée de son séjour en mer par rapport aux conditions climatiques qu'il y a en mer. Donc l'astuce, ça a été 3 plateaux. Et puis, il y a un autre problème. Comment faire en sorte qu'au niveau de ces passerelles, 2 individus ne se trouvent pas face à face? Alors là, vous le voyez, il y a 2 entonnoirs, c'est-à-dire que les animaux qui sont à l'endroit où nous sommes, à partir en bas à droite, vont avoir tendance à aller vers la passerelle du fond et non pas à droite. Vice-versa, c'est l'opposé pour les animaux qui arrivent dans la colonie. Donc voilà ce qui a été installé dans le cadre de cette collaboration franco-monégasque. Et tout à l'heure, si ça marche, je vais essayer de vous montrer quelques vidéos pour terminer mon exposé. Alors ici, vous avez chaque plateau a une couleur. Vous avez un passage lent avec ce mouvement de dandinement tout à fait caractéristique des manchots, assez grande oscillation, sur 3 secondes et demie. Puis voilà un passage beaucoup plus lent, sans oscillation. Le dernier passage étant très long sur le dernier plateau, alors que les premiers passages avaient été extrêmement rapides sur les premiers plateaux. On peut ainsi arriver à peser avec une grande précision les oiseaux. Et puis, pour conclure, il y a ce développement extraordinaire, cette révolution dans notre discipline, que j'avais annoncé tout à l'heure grâce à la microélectronique, qui est ce que l'on appelle le biologging, qui a d'ailleurs été, ce mot a été inventé par Jan Rupert-Couder, qui est aujourd'hui en France, alors qu'il était au Japon. Vous savez que les Japonais ont vraiment une expertise majeure dans ce domaine de la microélectronique. Il a fait sa thèse là-bas. Et donc, vous voyez ici un petit manchot bleu pygmée australien. Je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller en Australie, aller à Phillip Island, car l'espace où ils sortent de l'eau a été aménagé pour que les touristes puissent les voir à la sortie de la nuit. Et vous voyez ce logger, qui est l'équivalent d'un micro-ordinateur portable. Donc ce sont des appareils bien sûr très coûteux, mais qui permettent d'enregistrer avec toutes sortes de capteurs. Donc il y a un développement extraordinaire à l'actuel, c'est-à-dire que cet animal peut partir en mer, et c'est ce qu'on fait dans les terres australes, et nous permettre d'avoir des informations sur le fait que tel jour il était à 500 km à 300 mètres de profondeur, évoluant à telle vitesse, changement d'accélération, avec des changements d'accélération pour attraper les proies,
et on peut même reconstituer, et c'est ce qui se fait aussi sur d'autres oiseaux, sur les grands albatros, par l'équipe de Chizé. Alors, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire, et je vais donc terminer là-dessus, ici j'ai pris l'exemple d'un oiseau plongeur parce que j'ai toutes les phases de l'activité. Vous savez que pour répondre aux questions de nos collègues climatologues, c'est-à-dire savoir quelle est la stratégie de l'animal pour essayer de comprendre quelle est sa capacité d'adaptation au changement climatique, il est très utile de pouvoir reconstituer le temps qu'il passe à faire ceci ou cela en essayant de savoir, et ça on le sait avec des GPS munis à ces biologueurs, on arrive à le localiser, et il s'agit de savoir comment il peut éventuellement faire face aux conséquences des changements climatiques. Et en ayant des animaux qui, eux, ne sont absolument perturbés, n'ont pas ces appareils, mais qui sont suivis seulement par RFID, on a des animaux contrôle qui nous permettent de savoir s'il y a un biais introduit par le tout petit appareil qui est sur le dos de l'animal. Alors voici l'exemple on a pris l'exemple d'un fou du Cap, c'est des travaux qui avaient été faits en collaboration avec David Grémillet. C'est un accéléromètre. J'ai laissé les termes anglais heaving and surging, c'est l'équivalent de roulis et tangage, si vous voulez, pour les mouvements d'accélération qui sont mesurés. Et donc, selon les enregistrements réalisés, on peut savoir que l'animal, à un moment donné, était en train de décoller, qu'il était ensuite en train de battre des ailes ou en vol plané ou éventuellement en train de plonger, jusqu'à quelle profondeur, car on a aussi, bien sûr, la profondeur. Donc voilà une discipline qui est en plein essor, qui, je crois, va révolutionner notre capacité à comprendre, et je crois que ça introduit les résultats des travaux qui vont être présentés, vont nous permettre d'avoir une bien meilleure compréhension de comment les animaux peuvent ou non, et jusque dans quelles limites, faire face au changement climatique. Et puis je terminerai par cette image. Ma tenue de l'Institut polaire symbolise le rôle majeur de l'Institut polaire. Pascal Tremblay, je vous l'ai dit, c'était dans le cadre de notre programme en collaboration franco-monégasque et je voulais bien le montrer.